Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 h, vendredi 8 janvier. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. L'espoir fait place à la désillusion en montagne. Déjà sacrifiés à Noël avec une baisse de 72 % de leur fréquentation, les 112 stations de Savoie-Mont-Blanc attendaient avec impatience d'être fixées sur une date de réouverture. Finalement, il n'en est rien. Même scénario pour la restauration et l'hôtellerie. On écoutera des réactions de ces différents secteurs. Et puis notre long format ce soir sera consacré à une filière qui connaît un nouvel âge d'or, celui de la bière et plus précisément des malteries qui fournissent les brasseurs. On partira à Allonzé-la-Caille pour la découverte du métier de malteur. Et on commence ce journal avec un mot de l'épidémie. Le taux d'incidence du virus a dépassé le seuil critique avec 204 contaminations pour 100 000 en Haute-Savoie. La Haute-Savoie qui fait d'ailleurs partie des départements susceptibles d'avancer le couvre-feu à 18 h. On attend toujours la décision du gouvernement à ce sujet. Ces derniers chiffres inquiétants ont conduit la préfecture à réunir les élus locaux ce vendredi matin pour une concertation. Leur position est unanime. Ils se sont exprimés contre cette mesure qui, selon eux, porterait atteinte aux petits commerces et concentrerait leur fréquentation le midi. À ce jour, 33 personnes sont accueillies dans un service de réanimation et 354 sont hospitalisées dans le département. Et l'allocation de Jean Castex hier soir a fait fondre les espoirs des professionnels de la montagne qui espéraient sauver leur saison, leurs emplois et leurs entreprises. L'agence Savoie-Mont-Blanc mesure les conséquences de cette fermeture prolongée des remontées mécaniques, car cette décision plonge les vacanciers dans le flou, au risque d'annuler leur séjour, voire de les reporter sur des destinations concurrentes, comme la Suisse ou l'Espagne. Pas de décision donc avant le 20 janvier, à 2 semaines des vacances de février. Cette période cruciale pour les stations représente pourtant plus de un tiers de leurs recettes. Les domaines skiables réclament une date définitive ce 20 janvier, à 10 jours des vacances, afin de relancer la dynamique de réservation et réussir leur mois de février, car les 112 stations ont déjà perdu 1,7 milliard d'euros cette saison. De leur côté, les acteurs économiques locaux et les élus de la montagne craignent une saison blanche et les moniteurs de ski de l'ESF, eux, regrettent les modalités de gestion de cette crise. Car pendant un mois, les acteurs de la montagne ont mis tout en œuvre pour accueillir les vacanciers sous un protocole sanitaire strict à la demande du gouvernement. Et pour illustrer ces inquiétudes, et notamment celle d'une saison blanche, nous sommes montés en station à l'école de ski du Chinaillon, dans les Aravis. Les professionnels s'adaptent avec résilience dans l'attente des prochaines annonces du gouvernement. Un reportage de Victoria Lopez. Soleil, neige en quantité, les conditions sont idylliques en station en ce début de mois de janvier. Si c'est une période traditionnellement plutôt creuse pour les domaines, ces premières semaines de 2021 marqueront l'histoire et les esprits. Quelques badauds et des inconditionnels sont bien présents, mais rien à voir avec une année normale. À l'école de ski Starski, on a un petit effectif, on est une petite école familiale, donc sur l'année on a 15 moniteurs diplômés permanents et puis en haute saison on monte à une trentaine. Donc en ce début de saison particulier, on a à peu près la moitié des effectifs sur site. Les gens concernés, donc les moniteurs, ont vraiment des plannings allégés. On essaye de regrouper pour que les moniteurs ne soient pas sollicités pour 2 petites heures. Mais c'est vrai que c'est des journées qui montent à 5 heures maximum et pour très peu de moniteurs. Et pour ne pas se laisser abattre et maintenir un semblant d'activité, il faut donc se réinventer chaque jour. Cette année, avec les autres écoles de ski et les services des pistes, on a tracé des nouveaux itinéraires en ski de randonnée. Ce qui permet de prendre des gens complètement débutants et de faire une initiation. On redescend sur le domaine, donc c'est vraiment pas compliqué. Le seul problème qu'on rencontre avec ces différentes activités, c'est le matériel. Comme tout le monde ne peut faire que ça, le matériel est pris d'assaut, les loueurs sont pris d'assaut aussi, il n'y a plus du tout de matériel. Alors à l'école de ski, on a un petit peu de matériel en ski de randonnée et en raquette pour, on va dire, s'en sortir quand il n'y a plus rien à louer, mais c'est le problème compliqué de cette année. Ce groupe d'étudiantes de Metz découvre justement pour la première fois le ski de randonnée. On apprécie vachement plus la descente quand c'est tout ce qu'on a monté avant, quoi. Quand on descend les pistes, on est tout seul. Et donc franchement c'est bien. Et puis il y a quand même pas mal de gens qui montent quand même. On est étonnés, mais c'est sympa. Les pertes engendrées par la non-ouverture des remontées mécaniques s'élèvent déjà à 1,7 milliard d'euros en Savoie-Mont-Blanc. Les acteurs du tourisme craignent de plus en plus l'éventualité d'une saison blanche. Et les acteurs des sports d'hiver ne sont pas les seuls à être impactés par cette fermeture prolongée. C'est le cas aussi pour l'hôtellerie qui peine à remplir ses chambres pour la saison. Victoria Lopez a rencontré la directrice de l'hôtel des Écureuils dans le village du Grand Bornand, qui vient tout juste de finaliser une importante rénovation de son établissement. La gérante fait un bilan mitigé des vacances de Noël et retient son souffle pour la suite de la saison. On l'écoute. On a dû jongler avec beaucoup de coups de fil et de mails pour 100% d'annulation.
pour la première semaine. Pour la seconde semaine des vacances, donc la semaine de Nouvel An, 90% des séjours, parce que 100% des séjours étaient réservés à la semaine, et 90% de ces séjours ont été annulés. Qu'est-ce qu'on a fait? En dernière minute, on a réussi à louer des chambres pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits avec des locaux. Beaucoup de locaux qui ont voulu venir profiter de la bonne neige et des bonnes conditions qu'on avait. Pour le coup, au mois de janvier, le problème, ce n'est pas les pistes de ski, c'est la restauration. Et le cumul des deux fait qu'on cumule les annulations de ceux qui veulent absolument manger à l'hôtel, les annulations de ceux qui veulent absolument skier et les annulations de ceux qui veulent à la fois manger et skier. Donc ça, c'est vraiment très personnel et les clients, il n'y a pas de règle. Chaque client a une réflexion différente. Et on descend dans la vallée avec un autre secteur sinistré, celui de la restauration. Même si la filière ne peut que constater les dégâts de l'épidémie, elle ne se sent pas moins lésée. Les restaurateurs vont devoir s'armer de patience encore une fois pour connaître une possible date de réouverture. Emmanuel Jaude est parti prendre la température à Aix-les-Bains. Moi, j'ai envie de dire que de toute façon, on s'attendait à ne pas rouvrir le 20 janvier. Avec tout ce qui s'est passé pendant les fêtes et tout ce qui se passe en France avec la propagation du virus. Donc de toute façon, voilà, moi j'étais pas étonnée que ce soit décalé à mars, voire avril. Ouais. On est déçus quand même. Ça ne sera pas avant avril. Hein. Il ne faut pas trop se leurrer, mais bon, c'est un peu comme ça en ce moment, quoi. On tient le coup. Alors moi j'ai envie de dire, heureusement qu'on a commencé à faire de l'emporter au deuxième confinement. Ça nous a permis de garder une relation aussi avec la clientèle et d'être présent et de sortir un petit peu de chez soi. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au deuxième confinement, psychologiquement et financièrement, et à tous les niveaux de toute façon. Hein. Il faut essayer de perdurer et de résister jusqu'à ce qu'on puisse réellement ouvrir nos établissements, quoi. Ouais, on reste prudent, on a peur d'un troisième confinement hein, parce que ça nous pend un peu au nez. On ne sait pas trop, en fait, on a du mal à se projeter. On ne sait pas si vraiment on avait une date précise, tout le monde pourrait se projeter, engager pour l'avenir. Mais là, on ne sait pas, on est dans le flou total et voilà, donc on vit au jour le jour et on attend. Et les premières vaccinations ont débuté cette semaine en Savoie et en Haute-Savoie avec l'ouverture de nouveaux centres de vaccination pour les professionnels de santé. En plus de ceux d'Annecy et de Chambéry, on compte le site de Findrol à Contamine-sur-Arve pour le centre hospitalier du Léman, l'espace gériatrique du Léman à Thonon-les-Bains et l'institut de formation des aides-soignants de Sallanches pour les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Chacun de ces 3 centres est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Les rendez-vous sont à prendre en ligne sur leur site internet. Et alors que le secteur hospitalier subit malheureusement de plein fouet les conséquences de la pandémie, les dirigeants du groupement hospitalier du territoire Léman-Mont-Blanc ont annoncé une bonne nouvelle ce vendredi matin. Les travaux de modernisation du site Georges Pianta des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains vont officiellement débuter en juillet prochain. La signature du marché a définitivement lancé ce projet qui prévoit notamment la construction d'un nouveau bâtiment d'hospitalisation de 180 lits. Les précisions de Sébastien Germain. Construit il y a plus de 50 ans, le site Georges Pianta des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains a connu depuis plusieurs phases d'extension, la dernière remontant en 2011. Mais pour continuer d'offrir à ses patients les meilleures conditions d'accueil, le groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc a choisi de faire entrer l'établissement du Chablais dans une nouvelle ère. Le principal de l'hospitalisation des HDL se faisait dans le bâtiment, dit bâtiment Pianta qui date de 1966. Avec des normes de confort et de sécurité qui ne sont plus aux normes actuelles. Et donc il était important, puisque les patients du Chablais ont droit au même confort que les patients des autres établissements, de réhabiliter ou de reconstruire un bâtiment pour répondre à ces nouvelles normes. À l'intérieur du bâtiment, il y aura un sous-sol qui est une base logistique et de parking. Et puis il y aura 3 étages, un qui est dédié à chacune des disciplines. Le premier, c'est le pôle mère-enfant, donc il y aura la maternité et la pédiatrie. Il y aura un deuxième étage où on aura toute la chirurgie et un troisième étage où on aura de la médecine polyvalente et du court séjour gériatrique. Ce nouveau bâtiment d'hospitalisation des hôpitaux du Léman, d'un coût de 30 millions d'euros, sera financé à parts égales par le fonds mutualisé d'investissement du GHT Léman-Mont-Blanc et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et preuve de l'importance du moment, le directeur régional de l'ARS avait fait le déplacement. C'est très important de donner des signes aussi d'accompagnement aux efforts faits par les acteurs de terrain. C'est aussi l'occasion de montrer que l'investissement des hospitaliers qui a été majeur est bien compris
et que c'est un hôpital qui vit, c'est une structure qui vit, et une organisation médicale bien organisée dans le cadre de ce partage qu'il faut saluer. En ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui continue d'éprouver toujours plus le monde hospitalier, cette signature qui symbolise la concrétisation de ce projet est une vraie bouffée d'oxygène. Grande satisfaction de voir un projet qui se concrétise. Ça inaugure une nouvelle période qui est évidemment fait un peu écho à la crise sanitaire, et quand on investit dans la santé, je crois qu'on a investi pour demain, et ça c'est très satisfaisant. Le GHT Léman Mont-Blanc, qui regroupe au total 7 établissements, démontre une nouvelle fois sa volonté de rester la référence en matière de santé publique. Il est vrai que cette opération renvoie aux 3 valeurs fortes que le groupement hospitalier de territoire porte. La solidarité, essentielle, rien n'est solitaire, tout est solidaire, et y compris dans le monde de la santé, bien sûr. Il y a la subsidiarité, c'est-à-dire qu'il faut assurer à la population du territoire, aux élus, au pouvoir public, le fait que tout ce qui peut bien se faire sur place, au plus près de la population, durablement, continue à se faire sur place. Et puis il y a le principe d'efficacité. Il m'est cher, parce qu'on doit être efficace, on gère des deniers publics, on a une mission majeure de répondre à un besoin de santé. Ces travaux de modernisation devraient débuter à la fin du mois de juillet pour une mise en service du nouveau bâtiment espérée en juin 2023. Bonne nouvelle pour les commerçants en Savoie. La préfecture a fait savoir aujourd'hui qu'elle autorisait l'ouverture des commerces de détail le dimanche pour tout le mois de janvier. Le but est de fluidifier les flux de clientèle et d'aider les commerçants dont le chiffre d'affaires a été particulièrement impacté pendant les périodes de confinement. Le préfet rappelle que seuls les commerces volontaires qui donneront leur accord par écrit pourront ouvrir ces dimanches. Et un mot de ski alpin pour vous signaler la 32e victoire d'Alexis Pinturault ce vendredi. Le skieur de Courchevel a remporté le géant d'Adelboden en Suisse en s'imposant sur les 2 manches. Une performance assez rare dans cette discipline. Le leader de la Coupe du Monde a devancé de plus d'1 seconde Philippe Zubcic et Marco Odermatt. Alexis Pinturault aura l'occasion d'accrocher une nouvelle victoire à son palmarès car le calendrier se bouscule et un nouveau géant est programmé ce samedi, toujours à Adelboden. Je vous propose d'écouter le vainqueur du jour au micro de FFS TV. Je pense très clairement sur la première manche, en attaquant, j'ai pris énormément de temps déjà et c'est ce qui m'a permis derrière de construire ma victoire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que là actuellement je me sens plutôt à l'aise avec mon matériel. Les conditions étaient remarquables, faut quand même souligner, ça a très peu marqué. En plus de ça, il y avait une bonne accroche dans la neige, donc je pense que c'est un mix de tout, c'est-à-dire voilà, Alta Badia, il y avait des choses qui commençaient à se construire et puis aujourd'hui ça continue un peu là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui j'ai fait du très bon ski, donc après c'est pas tout le temps comme ça, il faut aussi en être conscient. Je pense qu'aujourd'hui j'ai été très bon et il y avait tout qui allait plutôt bien. Chaque jour est différent, voilà. Elle représente un verre d'alcool sur 5 et c'est l'une des boissons favorites des Français. On va bien entendu vous parler de la bière et de sa filière, car derrière les amateurs de boissons maltais s'organise toute une économie qui connaît un nouvel âge d'or. C'est le cas des malteries où travaillent les fournisseurs de tous les brasseurs, un métier encore très peu connu et pourtant indispensable pour que son breuvage mérite l'appellation de bière. Direction donc Allons-y-la-Caille en Haute-Savoie où l'une de ces structures est implantée, un long format signé Emmanuel Jaude. Au cœur de la zone industrielle d'Allonzier se trouve la seule malterie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Installée depuis 1 an et demi à peine, elle transforme et fournit la matière première aux brasseurs de bière de nos départements. On reproduit ce que fait la nature, on plagie grossièrement la nature. On fait germer de l'orge, donc on prend une graine, on la met dans l'eau, ensuite on lui apporte de l'air et puis ensuite on la cuit. La cuisson entre le séchage et la cuisson, le touraillage. Mais l'objectif du malteur, c'est de rendre disponibles les réserves amidon, le sucre, de permettre au brasseur d'aller chercher du sucre après dans le grain pour pouvoir faire, grâce aux levures, faire de l'alcool et du gaz. Donc on chouchoute le germe pendant 1 semaine et puis après on le tue le plus brutalement possible et le plus violemment possible pour pas qu'il ait le temps de consommer l'amidon et qu'il y ait le meilleur rendement possible dans le grain. Une étape essentielle, mais pourtant encore aujourd'hui assez mal connue. Car si selon le syndicat professionnel des brasseurs de France, l'Hexagone compte au bas mot 1600 fabricants de bières professionnels, seules 13 malteries leur fournissent de quoi travailler. Se lancer dans ce business était toutefois un pari osé pour ces jeunes entrepreneurs amateurs de bonnes choses. Comment est-ce qu'on se dit qu'on aimerait une malterie? On se le dit en buvant des bières. L'idée, la genèse vraiment du projet, ça a été en buvant de la bière et puis en discutant avec des brasseurs et en consommant, on consomme un peu comme tout le monde, donc local, bio quand c'est possible, ou voilà. Puis en discutant avec les brasseurs qui se disaient mince, mais on n'a pas de
On n'a pas de matières premières qui viennent du coin, donc pourquoi tu n'as pas de matières premières qui viennent du coin? Pourtant de l'orge brassicole, on peut en faire pousser, voilà, on arrive à faire pousser de l'orge à droite à gauche. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas de malterie. Et attends, mais c'est quoi une malterie? Comment tu fais du malt? À quoi ça sert le malt vraiment précisément dans la bière? Enfin, reprendre un peu toutes les bases, histoire d'être sûr de ne pas louper des étapes. Et voilà. Et de là naît l'idée, et puis après on se forme, on s'entoure des personnes et puis on essaye. Malgré toute la bonne volonté du monde, on ne s'improvise pas malteur du jour au lendemain. Au-delà des formations nécessaires, l'un des gros enjeux du projet a été la création d'outils et de machines faits sur mesure afin de correspondre au mieux au projet de la structure. Ça reste des prototypes, donc là-dessus, l'évolution, on cherche des techniciens qui peuvent nous aider, des ingénieurs pour réaliser ce type d'évolution. Mais actuellement, il n'y a rien qui est proposé sur le marché. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit s'engager nous, et avec nos idées, notre expérience, et en discussion avec des potentiels, des entreprises qui élaborent ce type de système. Avec 80 clients réguliers, le pari semble d'ores et déjà gagné pour les deux acolytes. Il faut dire que la bière connaît un réel engouement ces dernières années. En moins de 10 ans, le nombre de brasseries en France ayant été multiplié par 6, la filière est bel et bien rentrée dans un nouvel âge d'or. C'est un monde en plein essor et avec plein de bonnes idées et plein d'intérêt pour les choses naturelles et simples. Après, effectivement, c'est physique. Bon, moi, le côté physique, ça me plaît bien, donc c'est quelque chose sur lequel je trouve un intérêt aussi. Après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'équipements simples qu'on a déjà fiabilisés, et maintenant qu'on essaye de mécaniser, de voir d'où on est parti pour voir vers quoi on va, c'est quelque chose qui me fait me lever le matin sans problème. Un vrai métier passion qui permet également à ces jeunes malteurs de toujours créer de nouveaux mélanges et de nouvelles saveurs afin de satisfaire au mieux les brasseries clientes. Il faut dire que si le marché n'est pas des plus concurrentiels, les demandes sont, elles, en constante évolution. Aujourd'hui, on est seul en Rhône-Alpes, on ne le sera plus pour très longtemps, mais effectivement, au vu des nombreuses micro-brasseries qu'il y a à Rhône-Alpes, on est la région de France où on a le plus de micro-brasseries en France, et au vu du nombre de potentiels clients qu'il y a, on n'est pas sur un marché qui est très très concurrentiel, donc non, on y va un peu par opportunisme, et puis surtout par envie de créer et puis d'apporter sa pierre à la filière et pouvoir permettre aux paysans brasseurs, donc ceux qui font leur céréales mais qui ne peuvent pas la malter mais qui font leur bière, de malter, et puis à tous les brasseurs qui veulent de pouvoir. J'espérais qu'on soit rapidement saturé. Je pense que j'avais pas au niveau, surtout par rapport au stockage du produit, j'avais pas visualisé le besoin d'autant d'espace de stockage, non pas par manque de vente, mais plutôt par idée farfelue de maltes différents, de diversité de gamme de produits, de tout, voilà. Donc non, on est dans le prévisionnel au niveau des ventes, malgré le contexte qui fait que ça travaille un peu moins que ce qu'on s'attendait, mais on travaille bien quand même, donc on ne se pose pas trop de questions pour l'avenir, voire on se pose plutôt des questions positives. La malterie d'Allonzier est donc promise à un bel avenir. D'ailleurs, la structure devrait rapidement prendre de l'ampleur, développant petit à petit sa gamme et ses procédés pour le plus grand bonheur des amateurs de boissons maltées, et qui assoit encore davantage la France comme premier producteur d'orge de brasserie en Europe, avec près de 4 millions de tonnes produites chaque année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre émission hebdomadaire En tête à tête, on ira à la rencontre de Gaylord Pedretti, interviewé par Fanette Debuisson. Lundi, vous retrouverez également Fanette Debuisson au journal à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. À très vite sur 8 Mont Blanc.